Aujourd'hui, je vais vous parler de trois auteurs, autrices. C'est comme une religion, on ne sait jamais ce qu'il faut dire. Trois auteurs belges que j'apprécie énormément. C'est trois auteurs qui, pour les trois ouvrages dont on va parler, c'est trois coups de cœur. Donc finalement, ça devrait vous plaire. J'espère avoir préparé ça comme il se doit. Je vais commencer par la première, et cette première, elle est dans mon top 3 des lectures, devant Bernard Werber, des auteurs, pardon, devant Bernard Werber et Stephen King. Je crois que je Euh, sais, dans les ça peut trois. paraître, ça peut paraître étrange, mais j'ai la chance d'avoir mon auteur préféré qui habite pas loin de chez moi. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde, sauf les voisins de Stephen King. Euh, pour ce faire, elle a sorti son 13e bébé. Voilà, c'est pour vous dire. Et c'est une des celles qui a réussi à me faire pleurer. Et c'est... Faut y aller. Parce que je suis ingénieur, et ingénieur, reste sur les faits. Et je vais vous parler de, effectivement, Murmure sous la surface de Brigitte Guilbeault. Brigitte Guilbeault qui habite dans la région namuroise, qui est publiée chez Lilith Éditions depuis un petit temps. Et ce livre est une petite pépite, bien différent des autres bébés qu'elle a eus. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle se renouvelle à chaque fois. Ici, de quoi parle-t-on? Parce que Murmure sur la surface, on ne sait pas très bien de quoi elle va parler. Alors, Isabelle, qui est l'héroïne de ce roman, une des héroïnes en tout cas, est fille unique de ses parents, mariés, je pense. En tout cas, ils sont ensemble. Elle a 11 ans et elle a des parents qui l'aiment. Jusque-là, rien de nouveau. Ses parents sont cool. D'ailleurs, elle a sa chambre à elle, enfin, sous les combles. Vous voyez, la chambre qu'on rêvait d'avoir quand on était jeune ado sous le toit, un petit peu comme les séries TV. Et elle manque de rien. Mais vu qu'elle vient de rentrer dans sa chambre, ben elle commence à avoir une petite indépendance. Du moins, on a l'impression, j'ai le sentiment que c'est le cas dans le livre. Et dans le conduit de cheminée qui passe par le mur de sa chambre, elle entend un bruit. Alors elle imagine tout, hein, avec des yeux d'enfant, évidemment. On peut s'imaginer un monstre, on peut s'imaginer une, euh, une araignée géante. Enfin bref, c'est une enfant, elle pense à plein de trucs. Et donc elle en parle à sa maman qui lui dit: mais non, tu sais, une maison ça vit, ça bouge, il y a du bois, il y a du métal parfois, c'est peut-être les radiateurs, c'est peut-être... Bref, ça bouge. Et un jour, son père part en pleine nuit. Et elle qui voit tout du toit, ben elle se pose des questions, ça l'intrigue. Je vous rappelle, elle a 11 ans, peut-être que son père est un super-héros, peut-être son père est 008, qui sait, peut-être qu'il a une activité secrète, on ne sait pas. Et donc elle espionne. Et je vous l'annonce, elle va découvrir le pire. Voilà. Moi, j'étais pas prêt. Je m'attendais vraiment pas qu'on traite ce sujet-là. Et c'est ça qui est bien avec Brigitte, c'est qu'elle vous fait réfléchir sur un sujet auquel vous vous attendez pas. Donc, fatalement, je vais pas vous dire ce qu'est le pire, sinon je vous spoil tout le bouquin. Mais elle en parle Ou à pas. son ami François, et elle en parle surtout à une de ses profs, du moins, hein. Elle pose des questions sans vraiment rentrer dans le sujet. Et voilà que son prof lui parle d'une personne très connue tout le monde connaît, que vous connaissez. Même les plus jeunes d'entre nous les connaissent, connaissent cette personne. Et elle propose de se confier à une personne, François, mais aussi se confier autrement. Et ça, je vous laisserai dans le livre découvrir le confident, le confident secret. Et donc, finalement, à l'école, petit à petit, elle commence à changer. Elle qui était très bonne élève, elle commence à avoir de moins bonnes notes, mais toujours de bonnes. Mais non, elle passe du 18 au 14, comme ça. Ses parents se demandent ce qui se passe. Et elle se renseigne sur une certaine personne très connue. La question dans ce roman, c'est finalement, peut-on faire confiance aux adultes, et aussi, et si tes parents te mentaient? Et s'ils ne montraient plus l'exemple, du moins l'exemple que tu attendais? En fait, la vie d'Isabelle, elle va sombrer. Elle va aller vraiment sous la surface.
elle va tomber vraiment de très très haut et elle va pas savoir quoi faire. Et finalement, vu que ses parents lui mentent, c'est à elle à devoir prendre des décisions. Et quand on a 11 ans, parfois on prend des décisions très rapides, parfois pas les bonnes, même si on pense qu'elles sont les bonnes. C'est un livre que je vous invite à lire en apnée. C'est-à-dire que ça va très très vite. Ça se lit en 2 jours. L'écriture est fluide, d'une fluidité, mais très belle. Vraiment. Là, on revoit clairement la plume de Brigitte qui veut nous accaparer, qui nous parle directement. Et on a aussi la vie d'Isabelle qui a 11 ans. Donc fatalement, il ne faut pas quelque chose de trop compliqué, de trop complexe. Mais ça l'est assez pour qu'on soit assez pris. Alors les sujets sont multiples. Il y a la manipulation, les fausses informations, l'infantilisation aussi, parce qu'à 11 ans, on n'est plus une enfant, on est une ado en devenir, un futur adolescent, et on peut arriver à avoir des réflexions et des recherches soi-même. Il y a le mal-être aussi, et surtout un sujet, l'injustice. Une injustice, et c'est pas une injustice globale, il y a aussi un des sujets qui est qu'est-ce qu'on fait quand on a une information et qu'on ne sait pas quoi en faire? À qui se confier quand on a ça? Et finalement, je vous l'annonce, ce livre est dur, du moins à la fin il est très très dur, il est très rapide, et si il y a des profs parmi vous, sachez qu'il y a un dossier pédagogique qui est fait, puisque Brigitte est une ancienne prof. Elle se dit comme agitatrice de neurones et dans ce livre, elle va agiter les neurones. Elle va vous faire poser des questions sur vous-même, sur vous en tant que parent. Moi, en tout cas, c'est le cas. Est-ce que je veux devenir ces parents-là? Est-ce que je suis prêt à mentir à mes enfants juste peut-être pour refaire ma cuisine? Ça peut paraître bête, mais voilà. C'est assez fort. Et si tu me le permets, Fred, ça sent l'extrait. Je vais te donner un petit extrait, histoire de donner le goût à la bouche. Tu vois, c'est attention comme, que Oli Olibot nous dit que 2 jours d'apnée, on meurt. Ouais, mais entre-temps, entre-temps, on peut prendre son temps finalement, hein. Donc, on peut prendre son temps de le lire. Moi, en 2 jours, je crois qu'en 4 heures ou 5 heures de lecture, elle était faite. Mais ça peut même aller plus vite, mais j'ai vraiment pris le temps de le lire, de déguster le truc. Donc voilà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai perçu comme un changement d'Isabelle, comme allant vers l'adolescence et donc la prise de décision qu'elle doit faire, en tout cas qu'elle a décidé de faire, était un acte aussi de révolution, peut-être d'adolescent. Donc il y a vraiment le passage à l'enfance vers l'adolescence qui est très intéressante. Alors, je vais te lire un petit extrait pour te donner l'eau à la bouche. Chaque enfant est programmé pour admirer ses parents. Et passer de l'autre côté de l'affection, c'est perdre une partie de soi. Une partie essentielle, c'est se bâtir sur du sable. C'est tomber dans un trou, déçu par leur comportement et les valeurs qu'ils affichent et enseignent. On voudrait tant être fier. Comment aimer quand on méprise? C'est une question qu'on peut poser, comment aimer quand on méprise, mais ça prend beaucoup plus de sens quand on lit ce livre. Voilà, je vous invite vraiment à le lire. C'est un jeune bébé, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a 1 mois et demi, 2 mois grand maximum. Lisez-le, il vaut vraiment la peine. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que les 3 ouvrages dont on va parler ce soir, ce sont des coups de cœur sortis en 2023, donc des jeunes bébés. Voilà. Puis j'ai l'impression que, en plus je connais un peu Brigitte, mais la lecture continue une fois que tu as refermé le livre. C'est souvent le cas avec elle. Elle aborde toujours des sujets parfois durs, parfois touchants, mais il y a toujours quelque chose derrière. Et en général, les livres, quand vous les refermez, ils continuent. Par exemple, dans vos têtes ou dans les repas de famille, ça peut toujours être amusant aussi. Et donc, ce que tu dis, je ne l'ai pas encore lu, mais ce que tu dis ne m'étonne pas.
connaissant Brigitte. Et c'est la première fois que je lui ai dit, mais je l'aime énormément beaucoup parce que c'est une personne adorable. Je lui ai dit pour la première fois en fermant ce livre, parce que on peut lui écrire sur Instagram ou autre, elle va répondre sur Messenger, elle répondra. Je lui ai dit que je la détestais. En fermant ce livre, je lui ai dit ça, elle m'a dit, je sais. Et elle sait pourquoi je lui ai dit ça. Donc, Et il est sorti le c'est un... 7 avril, puisque on Voilà, a un donc c'est chat tout au jeune. top qui veille. Fanny, Oli Boîte, tout le monde est sur le coup. Le Donc 7 avril. vraiment, c'est Tout un nouveau. livre qui vaut la peine. Lisez-le, sortez, allez le chercher, commandez-le, faites ce que vous voulez, il vaut vraiment la peine et on peut en parler si vous le souhaitez. Voilà. Je vais passer au second, vu que l'heure avance petit à petit. Le second, je vais parler du livre d'une auteure, mais pas que. Elle n'est pas qu'auteure, elle est aussi journaliste, réalisatrice de documentaires, chroniqueuse. Euh, on a des points communs, c'est-à-dire qu'on aime le poulet frit tous les deux, les chips, et Miley Cyrus. Voilà, ça peut paraître con, mais voilà. Et elle est chroniqueuse, notamment, elle a été chroniqueuse dans une émission, vous connaissez peut-être, qui s'appelait Myriam Leroy n'aime pas. Et je vais vous parler du mystère de la femme sans tête, paru tout début d'année, de Myriam Leroy, qui est une pépite. Alors, ce livre n'est pas juste un roman, c'est aussi un livre d'histoire. C'est-à-dire qu'elle raconte vraiment une histoire basée sur une histoire vraie. Et quand je dis basée, c'est simplement que Myriam Leroy a été récupérée des puzzles pour en faire ce livre. Donc il y a des passages de fiction, mais on en reparlera juste après. Du moins, on suppose que c'est de la fiction. Il faut savoir que ce livre a démarré pendant le confinement. Sans le savoir, Myriam Leroy a décidé d'aller au cimetière d'Ixelles, se balader là où il y a les tombes de la Seconde Guerre mondiale, et là où il y a beaucoup d'hommes. Et puis elle s'arrêtait sur une tombe, étonnée, et elle voit une femme. Elle lit simplement Marina Shafroff, avec comme épitaphe décapité. Alors, on pourrait avoir des épitaphes plus sympas, comme par exemple quand je vous disais que j'allais pas bien, ou si vous voulez me serrer la main, gratter un peu à gauche. Non, ici c'est décapité. Et la question qu'elle s'est posée, c'est, tiens, qu'est-ce que cette femme fait entourée d'hommes? Et puis surtout, on décapitait à la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, elle a décidé d'enquêter. Elle qui a fait du travail de journaliste, elle a décidé d'aller regarder ce que c'était et d'aller faire des pioches de puzzle. Et c'était pas simple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast La poupée russe, qui est incroyable et qui raconte l'histoire vraiment de ce roman et de l'histoire de cette dame, cette femme sans tête, cette femme enfant qui est Marina Shafroff. Alors, Marina Shafroff est une exilée russe en Belgique qui est en Belgique avec son mari et ses 2 enfants à Bruxelles. Et Marina Shafroff a 33 ans, mariée à Yuri. Et en fait, son mari la considère uniquement, pas du tout une espionne, une exilée. Euh, Elle décide, enfin Yuri, son mari, veut qu'elle s'occupe de ses enfants comme une femme finalement. Une femme, ça doit le faire hein, en 1942. C'est ce qu'on attend d'une femme. Et elle souffre de ce rôle. Parce que Marina Shafroff écoute Radio Moscou. Et à Radio Moscou, on demande aux femmes non pas d'être juste là à attendre que ça se passe, mais d'être aussi acteurs. Et donc elle décide un jour, elle voit des officiers allemands et elle en poignarde un. Alors ça peut paraître étrange de se dire ça, mais elle poignarde. Et donc finalement, ça, on dit à Bruxelles, il y a eu une dame à poignarder, etc. C'est impossible. Ce passage du poignard, attention, ce n'est pas du moins dans les faits, ce n'est pas raconté comme ça dans les livres d'histoire ou les articles de blog comme elle a trouvé, ou comme son fils lui expliquait. Mais c'est elle qui a décidé de le raconter comme ça. Et attention, Myriam Leroy n'essaye pas de nous convaincre. Elle nous propose cette partie de l'histoire, puisque finalement, personne ne peut l'expliquer, et elle décide d'en faire finalement une héroïne.
Plus tard, Marina Shafroff voit 60 personnes dans un camion. Et elle décide d'une chose, se rendre en expliquant la femme que vous cherchez, celle qui a poignardé, c'est moi. Et elle a décidé de se rendre à la place des 60 personnes. Alors vous pouvez me dire, oui, est-ce que ça en fait d'une héroïne? Ben, elle a quand même sauvé 60 vies, quoi. Et pour ma part, est-ce que j'aurais fait ça? Moi, j'en sais foutrement rien, je crois que je me serais carapaté, et puis laissez-moi tranquille. Mais elle l'a fait. Sachant qu'elle avait des enfants, un mari, etc. Donc c'est quand même costaud. Il faut savoir une chose, c'est que Myriam Leroy, dans ce livre, quand elle a appris tout ça, elle a voulu une chose. Elle a voulu remettre cette femme à l'honneur. Pourquoi? Simplement parce que des hommes, pendant la guerre, qui ont fait un petit acte de résistance, un tout petit acte de résistance, ont droit à une place, une rue, ou alors simplement une salle communale, quoi. Ici, elle a droit à une chose. Marina Shafroff a droit à une seule chose, l'oubli. Et je trouve qu'une femme qui a donné sa vie pour sauver des gens, faut quand même oser. Perso, je sais pas si je l'aurais fait. Et ici, elle la met en avant, et son histoire, l'histoire de Marina Shafroff, et tout ça, et toute son enquête, finalement, puisque le livre n'est juste qu'un passage entre le passé et le présent, voire même un dialogue, c'est drôle, par certains moments, moins drôle, mais historique, et vraiment à lire. Alors, comme je disais, Myriam Leroy nous fait une proposition de l'histoire qu'on ne connaît pas. Alors on pourrait dire, oui, c'est son mari Yuri, certains disent c'est son mari Yuri qui a poignardé cet officiellement. Eh ben, Myriam Leroy, elle dit, ben moi, vu que personne, c'est écrit nulle part, moi je décide de dire que c'est Myriam Leroy qui a sauvé qui a poignardé cette personne. Et merde, à un moment donné, donnons la place des femmes, donnons l'audace qu'ont les femmes, au bon chemin, finalement, aux femmes, il faut les remettre en avant, parce que finalement, les femmes et l'audace, ça existe depuis l'humanité. Et puis, je me suis dit une chose. Est-ce qu'avoir une femme entourée d'hommes dans un cimetière, c'est pas pour leur montrer aussi, et les gars, moi j'ai fait peut-être mieux que vous. Donc, je sais pas. Donc voilà, Marina Shafroff a été sous ordre d'Hitler, complètement décapitée. Et elle nous explique cet ouvrage qui est poignant, qui est très intéressant et qu'on n'oublie pas. Et depuis ce jour, c'est très drôle parce que sur Instagram, de temps en temps, Myriam Leroy met une photo de cette dame, de la tombe de cette dame, et elle est fleurie. Voilà, elle qui était oubliée, ben finalement, elle a été remise au goût du jour. Donc, et si ça vous êtes sert aussi à ça, les livres, c'est ça qui est beau. Et on sent quand on t'entend la passion, le côté coup de cœur, je le sens bien. Kiko vous a mis le lien du podcast La Poupée Russe, parce que Kikopédia veille et que rien ne lui échappe. Il devait se rattraper sur le 7 avril pour l'autre livre. Donc il vous a trouvé le podcast de l'émission, n'hésitez pas... Quand vous avez du temps, allez écouter ça. Connaissant un petit peu qui est derrière le livre, je pense que effectivement ça doit être passionnant. Je ne sais pas vous, est-ce que vous aimez les livres où il y a une touche historique comme ça, avec des recherches qui peuvent creuser des destins, des personnages réels, fictifs, mais quand il y a un cadre historique, est-ce que vous aimez? Dites-nous dans le chat, ça peut toujours faire plaisir. Comme ça, moi, au passage, je le note, et puis on invite peut-être des auteurs qui font ce genre de travail. J'en connais quelques-uns, mine de rien. Peut-être que Myriam viendra un jour nous parler de ça. Et j'en profite, c'est aux éditions du Seuil. Comme ça, vous savez tout. J'ai vu que vous posiez la question. Vous avez la couverture devant vous. C'est aux éditions du Seuil pour Le mystère de la femme sans tête. Après Ariane et après Les Yeux Rouges, qui sont tous les deux des pépites, elle nous revient avec une troisième pépite. À lire. Alors, un petit extrait, rapidement. Oui, en son fort intérieur, Ludmila, la maman de Marina, le sentait. L'attaque de l'avenue Marnix, celle du 7 décembre, c'était un coup des hommes, c'était le poignard. C'était brouillon, inconséquent, c'était dangereux, ça ne pouvait pas venir d'une femme, encore moins d'une mère, non. Les mères savaient ça. À travers le monde et les époques, elles partageaient cet organe inconnu, cet appendice dont il n'était fait mention dans aucune traité d'anatomie. Se manifestant par un grésillement douloureux,
quand elles étaient confrontées à ce que les mères ne feraient jamais. Et ce que les mères ne feraient jamais, se disait Ludmilla, c'était se fourrer dans sa propre initiative dans des situations dangereuses pour les enfants, les abandonner à un homme immature, prendre le risque d'en faire des orphelins et leur infliger la douleur du deuil. Ce qu'elles ne feraient pas, c'est laisser croire à leurs petits que la patrie apportait plus qu'eux. Voilà. Je vous laisse avec ça. Et au passage, eh bien, Agrippine nous dit « J'aime bien le côté historique, Fanny aussi », et Oli précise que le livre est sorti le 6 janvier. Donc ce sera ta nouvelle mission, Oli, dans la boîte, de nous dire le jour de la sortie des bouquins. Ça peut être drôle, hein, ceci dit. Oui. Merci Passons pour cet au extrait. troisième. Mais oui, et le évidemment. troisième, c'est une auteure que j'aime beaucoup, avec qui je discutais encore, que j'ai découvert grâce au prix Club en 2016-2017, je ne sais plus, qui a remporté le prix Club avec La Sonate oubliée. Elle a sorti ensuite Cachemire Rouge et La Dame d'Argile. Elle a sorti son 4e bébé il y a quelques temps, vraiment. Ce roman, c'est La Nuit de la Tarentelle aux éditions Presse de la Cité. Comment dire ? C'est une pépite incroyable. Et Christiana Moreau, bon, on sait qu'elle est liégeoise dès que vous lui parlez. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a quelque chose qui en ressort directement. Mais son coup d'écriture, sa plume est folle. Ici, elle garde toujours la même formule qui marche très bien. C'est-à-dire qu'elle explique, elle nous raconte 2 destins parallèles, liés par un objet. Ça peut être un violon dans La Sonate oubliée, un pull dans Le Cachemire Rouge, ou simplement une sculpture dans La Femme d'Argile. Ici, elle va nous emmener en Italie, dans les Pouilles. On va suivre Elisa, qui a un rêve, celui de devenir cantatrice d'opéra. On est en 2017 quand ça commence, et il y a un petit souci, c'est que finalement Elisa vit dans une oliveraie, dans une ferme où on a des olives, on cultive des olives, et donc dans une famille comme ça, finalement, une famille italienne qui ne fait ça que depuis quelques générations, ben on est un petit peu condamné à suivre la formule où si je nais, je dois cultiver aussi, je dois travailler dans la ferme. Ici, c'est pas le cas. Elle décide de prendre son envol. Cependant, ses parents sont contre. Et donc, elle va voir sa grand-mère qui est dans un home et qui a décidé de lui partager finalement le destin qu'elle n'a pas eu, qu'elle aurait aimé avoir, qui a commencé la nuit de la Tarentelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Tarentelle, c'est une danse italienne typique, mais qui est progressivement oubliée. Donc ici, elle nous le remet au goût du jour. Et Raffaella, donc la grand-mère, va aider sa petite fille, Elisa, à atteindre son rêve, en lui contant son histoire, mais surtout en lui remettant un objet important, qui est un pendentif. Et en lui donnant une petite chose, sachant que c'était une famille très pauvre, en lui disant « J'ai de l'argent caché, je suis la seule à savoir où il se trouve, prends-le et va suivre les cours de chant dans le nord de l'Italie. » Et c'est ce qu'elle décide de faire. Et petit à petit, on va découvrir la vie de Raffaella et le pourquoi du comment, pourquoi son destin n'a pas été celui qu'elle désirait. Elle qui a rencontré la nuit de la Tarentelle, une personne incroyable qui chantait magnifiquement bien, elle qui aimait danser, a été promise à un autre homme. Et elle devra faire sa vie comme ça. On connaît tous, c'est vraiment un conflit de génération. Et donc, on va voir l'évolution de Raffaella au fil du temps et d'Elisa. Et on va voir qu'il y a des secrets familiaux. On va voir qu'il y a des secrets familiaux, un mélange de musique, de danse. Ce livre est une invitation au voyage, clairement, et à écouter la musique de Verdi. Parce que dans tout le livre, on vous parle de Verdi et vous avez les textes d'un opéra de Verdi. Qui est très intéressant, donc
il faut aller écouter du Verdi juste après le bouquin, et si ce n'est pas fait, vous le ferez automatiquement. C'est impossible autrement. Les lieux sont décrits de façon magnifique. Il faut savoir que les oliviers sont malades pendant toute la durée du bouquin. Et à la fin, finalement, quand tout commence à être un peu mieux pour tout le monde, ben les oliviers vont un peu mieux et la famille aussi. Comme si c'était une métaphore sur tout se passera bien finalement à la fin de ce roman. Euh, Aussi, il y a une maîtrise, et ça c'est souvent chez Christiane Moreau. Il faut savoir que c'est une artiste à temps plein, et il y a une maîtrise du sujet qui est incroyable. D'ailleurs, dans les remerciements, on voit qu'elle a été voir les personnes les plus pointues du sujet dont elle va traiter. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste lire un livre en disant on va survoler. Non, 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 non. Vous rentrez vraiment dans le détail. Et ça, c'est chouette. Alors laissez-moi lire un petit extrait, puisque le temps commence à, à- à s'écouler. Elle a choisi cet air, tout en tendresse et pureté pour se rassurer. Passé le premier instant de trac, sa voix se libère peu à peu de l'étau qui l'étreignait et s'envole. Cristalline. Elle vocalise aisément dans les aigus et avec plénitude dans les suraigus. La beauté des harmonies palpite dans l'espace. Elisa se sent emportée par la délicatesse et la fluidité de cette mélodie séraphique. Elle savoure un moment de magie hors du temps. Après le final, un étrange silence flotte dans la salle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on lit la musique, on entend la musique en lisant, on vit vraiment le bouquin, j'ai vraiment adoré. Oui, exactement, était signalé comme une danse thérapeutique, tout à fait Fanny, simplement, on l'explique dans le livre, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sinon on y vient, mais effectivement, quand une araignée, une tarentule mordait la personne, pour évacuer le venin, il fallait le transpirer, et pour ça, il fallait bouger, et il faisait une danse, qui est la tarentelle. Voilà. Et ça Et vient de là. pas la Macarena. Non. Mais sincèrement, c'est un jeune bouquin, il est sorti début mars, je pense. Alors, attends, on a l'info grâce à Oli, Oli, mais évidemment, le 2 mars, nous dit Oli Oli. c'est ça. Moi, j'étais invité le 3 Et mars. bonsoir Thibaut au passage, je t'ai pas dit bonjour, mais le cœur y est, c'est parce que c'est Thibaut. impossible d'interrompre le Belge qui lit, si vous Voilà. saviez. Impossible. Donc, j'espère vous avoir fait soit découvrir, soit des bouquins, des livres, des auteurs peut-être. Il faut savoir que j'ai presque tout lu chez Brigitte, tout lu chez Myriam Leroy et tout lu chez Christiane Moreau. Ce sont des auteurs que je lâche pas, que j'aime beaucoup. Donc, si ça vous dit, lisez-le. Et puis surtout, lisez du belge, bordel. C'est bon pour la santé. Voilà. Dans le chat, ils peuvent pas. Vous pouvez écrire santé à ce moment-là. Si vous suivez. Faut aller vite. Mais voilà, ça vaut la peine. Ce sont des auteurs que je voulais vous partager ce soir. On te retrouve sur Instagram, notre super robot et les modeurs vous mettent le lien là, à l'écran et dans le chat. J'ai l'impression qu'on a parlé de femmes fortes. Oui. Fortes dans leurs convictions, tu me disais, oui. Et c'est ce qui transpire de cette demi-heure passée ensemble. C'est passé très très vite, j'ai l'impression. J'espère que ça vous donne plein d'idées de lecture. Merci beaucoup, Thibaut, le Belge qui vient toujours avec plein de cadeaux à nous offrir. Et ça fait évidemment toujours plaisir de t'accueillir ici, même si on n'a pas une blague aujourd'hui. Je suis un peu déçu du steak, mais voilà. Ouais, mais je cherche une blague, mais si, j'en ai une. Laisse-moi te la donner, mais si t'as un peu de temps. Donc c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar et il dit excusez, bonjour, il s'assoit et puis le gars lui demande, le barman, vous buvez quoi? Lui il dit je sais pas moi, un whisky, le meilleur. Et il lui sert, et le gars le boit, et il s'en va. Et le mec lui dit non, le barman lui dit non, ne partez pas. Eh oh, vous devez le payer. Il dit pardon, excusez-moi, mais vous m'avez demandé ce que je voulais boire, vous me l'avez offert, du moins je l'ai pris comme ça. Et donc voilà, chez moi, quand j'offre quelque chose à boire à quelqu'un, je le fais pas payer. Donc là, je ne suis pas d'accord. Et le barman dit ok, pour cette fois, je suis d'accord qu'à un moment donné,
Euh, Si on dit vous prenez quoi, ça va pas quoi. Le lendemain, le gars revient avec une petite mallette devant le bar, il le pose, il ouvre, il sort une petite planche, un petit couteau et un œuf dur. Il commence à peler l'œuf. Le barman le regarde, l'air de dire qu'est-ce qu'il est en train de foutre. Il lui demande excusez-moi, vous pouvez prendre les coquilles et le mettre dans la poubelle. Le gars, le barman, il dit rien, rien, il sait que c'est touchy, donc il le prend et le met dans la poubelle. Et le barman commence à couper l'œuf comme ça, en lamelles d'un côté, puis de l'autre, pour en faire des petites cubes au final. Et le barman lui dit excusez-moi, mais vous faites quoi? Bah, je fais des appâts. Oui, mais pourquoi? Bah, pour la pêche. Enfin, la pêche. Et comment ça, la pêche? Ben, la pêche à l'œuf. Attendez, me dit le barman, moi je fais de la pêche depuis 40 ans, à un moment donné, excusez-moi, la pêche à l'œuf, je connais ça. Bah, c'est pas très compliqué. Vous prenez le morceau d'œuf, vous le mettez sur l'hameçon, vous le lancez, pouf, dans l'eau, et là le poisson arrive. Et le barman lui demande, mais avec ça, vous prenez quoi? Bah, votre meilleur whisky si vous voulez.